On en parle peu. Pourtant, le virus Ebola vient de faire 100 morts ces 3 dernières semaines dans l'est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement, l'OMS et Médecins sans frontières ont perdu le contrôle de l'épidémie depuis des mois, car leurs pires adversaires sont justement ceux qu'ils tentent de sauver. Au Congo, les soignants, régulièrement attaqués par des milices, travaillent désormais sous protection de l'armée. L'attitude de défiance des populations vis-à-vis du corps médical contribue largement à la propagation de la maladie. C'était déjà le cas en Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016. Le virus Ebola avait fait plus de 11 000 morts. À l'époque, au Libéria, les malades étaient traités comme des pestiférés. Les médecins attaqués à coups de pierre. Karl Gierstoffer et Laura Zalmreiferscheidt de Dog Days étaient là-bas, au plus fort de l'épidémie. Ils sont retournés voir comment la population a surmonté ce traumatisme. Que sont devenus les milliards débloqués pour l'aide d'urgence? Le système de santé est-il mieux armé? Et la population mieux préparée en cas de retour du virus? Car il peut ressurgir à tout moment, comme on le voit actuellement au Congo. Cimetière de Disco Hill, près de Monrovia, la capitale du Libéria. C'est ici que reposent plusieurs centaines des 4810 victimes emportées par la dernière grande épidémie du virus Ebola qui a sévi en 2014 et 2015. Nous tenions des registres. En voilà un. Toutes ces dépouilles venaient du même endroit, l'hôpital Kennedy. Regardez, JFK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 corps du JFK en une seule journée. Rien que des enfants. C'était dur. Les parents meurent, des familles entières, et les corps arrivaient chez nous. C'était terrible à vivre, mais il fallait le faire pour notre pays. Aujourd'hui, seules les tombes rappellent la tragédie. En 2014, durant des mois, la communauté internationale a ignoré l'épidémie à ses débuts et le système de santé du pays s'est effondré en quelques semaines seulement. À la fin de l'été 2014, Ebola avait atteint les villages les plus reculés. Dans le comté de Bong, les malades se rendaient dans ce centre de traitement, une étape cruciale pour briser la chaîne de transmission. Le cimetière se trouvait à côté, dans un coin de forêt. En mars 2015, les familles ont enfin pu rendre hommage à leurs morts. Il y en avait plus de 120. Les habitants de Taylortown sont venus saluer la mémoire des morts. Ils ont été durement éprouvés par Ebola. À l'époque, contre l'avis de la communauté, Stanley Joa avait ramené son fils au village après sa quarantaine. Mais l'enfant est tombé malade. Il a d'abord contaminé sa famille, puis une vingtaine de personnes, dont 14 sont mortes. Pour les habitants de Taylortown, Stanley était le coupable. Il a été rejeté par la communauté et menacé de mort. Ce jour de mars 2015, Stanley est venu seul. C'est un homme brisé, dont la femme et les 4 enfants ont été emportés par la maladie. Aujourd'hui, il est le seul de sa famille à avoir survécu à Ebola. I worship you today, in you I put my trust. Your name is I know. Désespéré, incapable d'affronter l'avenir et livré à lui-même, Stanley a tenté de se suicider au centre de traitement.
Après avoir demandé et obtenu le pardon des villageois, Stanley a décidé de refaire sa vie à Monrovia. Mais il lui faut vivre avec ses souvenirs. Nous le retrouvons au printemps 2019. Ces 4 dernières années, j'ai réfléchi à l'épreuve que j'ai traversée. Un homme comme moi. J'avais tout construit avec ma femme. Elle m'a donné des enfants. Et puis tout le monde est mort. J'étais là à me demander, à mon âge, comment trouver une femme qui me redonnera des enfants. Les gens autour de moi m'ont donné du courage. Ils disaient, va de l'avant. Dieu seul sait pourquoi tout ça est arrivé. Tu auras à nouveau des enfants et un foyer. J'ai surmonté mon désespoir des années 2015-2016. À Monrovia, Stanley a désormais entamé une nouvelle vie. Il construit une maison car il croit à nouveau en l'avenir. Et il n'est plus seul. Stanley a trouvé quelqu'un qui l'aime et qui a bien compris son histoire tragique. Marie est veuve, mais elle n'a pas perdu son mari à cause d'Ebola. Elle a 4 enfants et quand Stanley aura fini la maison, il souhaite agrandir la famille. Durant l'épidémie, nous avions rencontré l'infirmière Mabel Moussa. Elle aussi est venue au cimetière pour rendre hommage à tous les malades qu'elle allait chercher chaque jour dans les villages reculés pour les emmener au centre de traitement. Mais tous n'ont pas pu être sauvés. En entrant dans le cimetière, j'ai essayé de faire quelques pas, mais j'étais ébranlée. Les larmes montaient aux yeux. Quelle tristesse. J'ai voulu parler, mais les sanglots m'ont étouffée. Je connais près de 90% des morts enterrés dans ce cimetière. Je les ai tous amenés ici. À l'époque, Mabel et son compagnon, Alex, risquaient leur vie au quotidien pour aider les malades très contagieux. Mais leur dévouement a donné un sens à leur vie et les a aussi gratifiés d'une jolie surprise. Je suis très heureuse aujourd'hui. C'est pendant l'épidémie, quand je cherchais les malades avec l'ambulance, que j'ai appris que j'étais enceinte. Je me suis dit, waouh, mais j'étais si forte. Normalement, tu es faible et tu vomis quand tu es enceinte. Moi, je me sentais forte. Et j'ai pris soin de moi et mon bébé a grandi. Aujourd'hui, ma fille me rappelle tout ce que j'ai traversé pendant les années Ebola. Si Mabel a survécu quand elle était infirmière, c'est parce qu'elle évitait rigoureusement tout contact non protégé avec les patients. Aujourd'hui, son hôpital manque cruellement de tout ce qu'il faut pour protéger le personnel et les patients en cas de maladies infectieuses. Nous manquons surtout de gants en latex et aussi de médicaments. Avec 100 boîtes de gants comme celle-ci, on ne tient même pas 2 mois. Oui, les gants, c'est un de nos plus gros problèmes. Et il y a les coupures d'électricité, parce qu'on n'a pas assez de diesel. Pendant l'épidémie, la communauté internationale s'est montrée très généreuse. Près de 3,5 milliards d'euros ont été débloqués par crainte d'une pandémie mondiale. Des fonds en grande partie épuisés. Aujourd'hui, l'État n'a plus de budget pour les médicaments contre le paludisme, les septicémies et la dysenterie, qui sont les premières causes de décès au Libéria. Les patients doivent donc se débrouiller. Depuis que je suis ici, j'ai dépensé plus de $3000 libériens en médicaments. J'ai sillonné la ville pour en trouver.
Le personnel soignant s'occupe bien de nous, mais nous devons acheter les médicaments avant de pouvoir être pris en charge. Je ne sais pas à quoi ça tient. Peut-être à la situation économique ou au nouveau président. Tout devient de plus en plus difficile dans le pays. C'est juste ce qu'elle dit pour les médicaments. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. De 2011 à 2014, donc avant l'épidémie, nous avions toutes sortes de médicaments. Une ONG gérait l'hôpital, Médecins du Monde. Aujourd'hui, c'est fini tout ça. Les pays donateurs font pression pour que le Libéria investisse dans la détection précoce des maladies infectieuses et que tous les moyens possibles soient engagés pour prévenir une propagation incontrôlée, comme il y a 5 ans. Ces dalles de béton sont tout ce qui reste du centre de traitement du comté de Bong. Nous voulions aussi voir les tombes du cimetière voisin, mais la nature a repris ses droits. Difficile dès lors de dire si les gens veulent oublier cet endroit ou s'il est juste trop éloigné de leur village et simplement abandonné. Partout, on entend dire « Ebola », mais c'était il y a longtemps, car beaucoup de Libériens ne veulent pas regarder en arrière. La survie au quotidien mobilise trop leur énergie. L'hôpital Phoebe est le plus grand de la région. Pendant l'épidémie, un pasteur assurait le suivi psychologique des survivants. Le révérend père Victor Padmore a également servi de médiateur entre Stanley Joie et les habitants de Taylortown. C'est grâce à lui que le village a pu pardonner à Stanley. Les gens d'ici ont-ils une disposition pour le pardon? Oui, sinon Stanley n'aurait pas été pardonné. Certains gardent des rancunes, mais l'esprit du pardon souffle sur le pays. Nous avons traversé une guerre civile, des atrocités ont été perpétrées, mais aujourd'hui les Libériens vivent pacifiquement ensemble. Nous vivons comme des voisins, nous interagissons. Si ce n'était pas le cas, nous serions toujours en train de nous entredéchirer. Tiens, c'est jour de marché à Taylortown. Taylortown vit de son marché hebdomadaire et durant l'épidémie, la localité est restée en quarantaine pendant des mois. Beaucoup ont craint pour leur vie. Les femmes du marché qui ont contracté Ebola ou perdu des parents ont été particulièrement touchées. Depuis, l'inflation est passée de 10 à près de 30%. Tout est plus cher dans un pays où plus de la moitié de la population doit se débrouiller avec $2 par jour. Tu crois que ton pasteur t'a oublié? Je sais que je ne suis pas venu ici depuis longtemps. Très longtemps. Trop de travail. Mais le fantôme d'Ebola rôde toujours. Mystérieusement, le virus persiste parfois dans les yeux et le sperme. Et de nouveaux cas d'infection sont apparus. Quant aux survivants, ils ont beaucoup de mal à s'en remettre. S'asseoir et ne rien faire, ce n'est pas possible pour moi. Après Ebola, je suis retombée malade. J'ai été opérée et j'ai failli mourir. Regardez ma cicatrice. Mon mari m'a quittée après tout ça. Je me bats. C'est dur. Mais je ne veux pas rester assise là et dire à chaque fois que je me sens mal que je suis une survivante d'Ebola. Ça ne sert à rien. Et pourtant, nous avons tous ces problèmes. Et depuis, vous souffrez de complications? Avant Ebola, nous vivions du travail de la terre. Nous vendions des fruits sur le marché. Mais depuis que je suis tombée malade, je ne peux plus travailler dur. Mon corps n'est plus assez fort. Les Libériens appellent Ebola la dernière guerre. Une guerre qui a dévasté un système de santé déjà fragile. Aujourd'hui,
ils doivent se débrouiller par leurs propres moyens. Certains en profitent même, et sans aucune connaissance médicale, ils vendent des médicaments dont ils ignorent tout. Croyez-moi, Ebola, c'est fini au Libéria. Mais ça ne veut pas dire que nous allons bien. Nous avons encore d'autres maladies. N'allez pas croire que nous sommes tous en bonne santé et heureux. Nous n'avons pas de médicaments du tout, vous comprenez ça? Les Libériens sont habitués à ne compter que sur eux-mêmes. Pendant l'épidémie, certains villageois ont même adopté les bons comportements sans rien savoir du virus ni de son mode de propagation. Bomota, un village isolé, était un foyer du virus. Aucune route pour y accéder. Il faut marcher, traverser des ponts branlants. Le premier dispensaire se trouve à plus de 5 km. Emmanuel Dué est scientifique. Pendant l'épidémie, il allait à pied dans les villages les plus reculés pour identifier les malades et ausculter ceux qu'ils avaient côtoyés. Il n'y a pas d'école à Bomota, mais la manière dont ses habitants se sont comportés face au virus fait de ce village un exemple. Sur 12 personnes infectées, seulement 3 sont mortes. On est loin de la mortalité supérieure à 50% qui prévalait pendant l'épidémie. Il y a donc eu plus de survivants que de morts. Expliquez-moi comment c'est possible. Chaque jour, quand l'ambulance arrivait près du village, nous disions aux gens « N'attendez pas, faites le test pour savoir si vous avez Ebola. Rien de plus simple. » Et s'ils étaient négatifs ou qu'ils avaient survécu à Ebola, ils pouvaient rentrer sans crainte. Chacun a pu réintégrer la communauté. Il faut que vous compreniez, le rôle de la communauté villageoise est crucial. Si vous ne dites pas aux gens d'aller à l'hôpital se faire dépister, pensez-vous qu'ils iront de leur propre chef? Bien sûr que non. Donc ils restent ici au village et quand ils tombent malades, vomissent, ont la diarrhée, il faut s'occuper d'eux, non? Évidemment. Et voilà comment tout le monde finit contaminé. Aujourd'hui, à Bomota, les gens sont fiers car leur volonté d'agir a été plus grande que la peur du virus. Ils n'ont toujours pas d'électricité ni d'eau courante, mais des téléphones portables pour s'informer sur les cas suspects comme la fièvre de Lassa, une maladie hémorragique aiguë, ou bien alors sur le paludisme. Ce qu'il faut savoir sur le paludisme. Le paludisme est une maladie très répandue au Libéria. Il faut se rendre à l'évidence. Les organisations humanitaires internationales n'étaient là que pour éradiquer Ebola. Après l'épidémie, elles n'avaient pas de raison de rester. Aujourd'hui, il n'y a plus de médicaments à l'hôpital parce que ce sont les ONG qui les fournissaient. Mais maintenant, vous avez acquis des connaissances. Alors ne dites pas « je ne peux plus travailler parce que personne ne me paie ». Dites-vous plutôt « je suis libérien, je travaille pour ma communauté, c'est ma mission ». Conserver du bon sens et prendre les bonnes décisions, c'est le plus grand défi dans la lutte contre une épidémie. Depuis des mois, Ebola sévit à nouveau dans l'est du Congo, mais les populations de cette région brisée par la guerre civile se méfient des autorités et elles ont parfois tendance à nier la réalité. En pareil cas, les conseils venus de l'extérieur restent impuissants. Bien sûr, on a peur quand on entend qu'une nouvelle épidémie d'Ebola s'est déclarée en Afrique. Mais j'y vois aussi un signal pour mieux me préparer. Et puis, la République démocratique du Congo est en proie à des conflits politiques. Le virus est un défi supplémentaire pour un système déjà effondré. Nous devons enfin mettre en œuvre le concept de l'OMS, une seule santé. C'est une approche des risques sanitaires considérée dans la globalité des liens entre l'homme, l'animal et leur environnement. Là aussi, le Libéria a beaucoup de retard. Les nouveaux virus hautement infectieux passent généralement des animaux sauvages à l'homme. Et au Libéria, on consomme encore beaucoup de viande de brousse. À Banga, la capitale du comté,
Nous allons au marché avec Emmanuel. Quelques jours auparavant, les chercheurs ont découvert que la consommation de chauves-souris porteuses du virus était probablement à l'origine de l'épidémie d'Ebola. Mais beaucoup de Libériens ne veulent pas l'admettre. Voilà des chauves-souris et toutes sortes de viande de brousse. On vend de tout ici. La viande de brousse est une source importante de protéines au Libéria. La demande est importante. Les gens aiment la viande de brousse. Vous voulez du singe? Singes, chauves-souris, rongeurs, la consommation de viande de brousse inquiète Emmanuel. Mais il sait aussi que les Libériens ont acquis une expérience dans la lutte contre la maladie qu'aucun laboratoire ne pourra jamais recueillir. Learning by dying, disent les habitants, apprendre en mourant. C'était une époque de folie, de pure folie. En y repensant, je me demande ce qui se serait passé si j'avais eu les connaissances que j'ai maintenant. La réponse à Ebola aurait été bien meilleure. Et pour Mabel aussi, Ebola a été une opportunité. L'expérience qu'elle a acquise au cours de l'épidémie a donné à sa carrière une toute nouvelle orientation. Parfois, les souvenirs me submergent et ça me rend très triste. Mais tout ça m'a fait grandir. Aujourd'hui, nous avons gagné en assurance et nous pouvons dire aux médecins et aux fonctionnaires, si nous ne faisons pas ceci et cela, voilà ce qui arrivera. Avant Ebola, on nous appelait juste pour des piqûres. Mabel et ses collègues se rendent dans un village isolé pour ausculter les femmes enceintes. Elles y retrouvent les sages-femmes locales qui suivent les futures mères jusqu'à la naissance. Comment ça va? C'est une de nos sages-femmes traditionnelles. Elle travaille avec les femmes enceintes et veille sur elles jusqu'à leur arrivée à l'hôpital. Mabel organise une réunion car les anciens du village ne veulent pas payer les sages-femmes. Chef du village, cette sage-femme se plaint. C'est simple. Les autorités sanitaires ont décidé qu'il ne fallait plus que les femmes accouchent dans la brousse. Mais le gouvernement n'a pas d'argent pour payer ces sages-femmes. Elles s'occupent des femmes enceintes et les amènent en ville. C'est donc juste qu'elles reçoivent 1 500 $ libériens. Mabel veille à l'application des règles et en profite pour vacciner les nouveau-nés, car pendant l'épidémie, la vaccination est passée au second plan, d'où l'urgence de rétablir une prévention efficace. Avec son expérience, Mabel reconnaîtrait aujourd'hui immédiatement un cas d'Ebola. Mais aurait-elle seulement les moyens d'empêcher une nouvelle propagation ? Pour les femmes du village, Mabel est arrivée au bon moment. La sage-femme s'inquiète pour une future maman. Quelqu'un a mal? Dans une hutte, une femme en fin de grossesse a des contractions. Ça a commencé quand? Ce matin? Alors tout va bien. Tu as déjà perdu les os? Un peu d'eau? Tiens bon encore un moment. J'ai appelé l'ambulance. Donne-moi l'autre gant. Elle a ses contractions. Ce n'est que le début, je l'ai examiné. Maintenant, je vais me laver les mains. Où est l'eau? Je veux me laver les mains. Quoi, pas d'eau dans tout le village? Finalement, la femme est conduite à l'hôpital. Aujourd'hui, au Libéria, 2 enfants sur 3 naissent encore à la maison. L'État veut que les choses changent
mais il n'a pas d'argent pour assurer un service de santé global. Fin mars, la simulation du déclenchement d'une épidémie a montré que le virus serait tout de suite détecté. Sauf que les moyens pour endiguer rapidement la propagation font défaut. L'expérience et l'énergie de personnes comme Mabel restent actuellement la meilleure arme contre Ebola. Personne ne voulait d'Ebola. Nous avons perdu tant des nôtres. Mais nous sommes reconnaissants d'une chose. Le virus a élargi nos horizons. Aujourd'hui, nous rêvons en grand pour aller de l'avant dans nos vies. C'est la leçon que l'on peut tirer de tout cela. Une épidémie ne peut se combattre qu'avec, jamais contre ceux qui sont touchés.